Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien depuis le Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui, c'est un entretien avec le réalisateur d'un documentaire exceptionnel et intime, Les Silences de Johnny. Bonjour Pierre-William Glenn. Bonjour Thibaut. C'est un film hommage donc à Johnny Hallyday, dont vous avez été proche depuis plus de 30 ans. Vous y racontez sa cinéphilie et sa vocation manquée cinématographique, puisqu'il a joué dans 34 films, mais sans être jamais totalement une idole populaire du cinéma. Vous le connaissez très bien, notamment en tant qu'acteur, parce que vous l'avez vous-même dirigé sur votre film Terminus en 1987. 86, oui, sorti en 87, oui. Alors tout d'abord, une première question, pouvez-vous nous raconter comment vous avez rencontré à la fois cinématographiquement et humainement Johnny Hallyday ? Johnny Hallyday m'a sollicité par l'intermédiaire de ma sœur. Je l'ai vu finissant un film qui s'appelait Les Enragés, j'avais en 84, et j'ai été le rencontrer, le voir pour faire une pub avec lui à l'instication de ma sœur qui est la femme de Claude Miller. Et on s'est vu longtemps, on a parlé de tout sauf de la pub qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait, et on a parlé de cinéma, en général, voilà. Quand j'ai été en mesure d'entamer la production de Terminus, il l'a su, il est venu me voir, il a demandé à me voir, et il m'a dit qu'il avait raté sa vie et qu'il voulait absolument faire le rôle de Manchot dans Terminus. Et donc j'ai pensé que c'était une blague, et en fait je me suis rendu compte sur tout le temps pendant lequel je l'ai fréquenté de 86 jusqu'à 2017 que c'était vrai. Donc que Johnny était un acteur, je ne dirais pas un acteur manqué parce qu'il a fait une bonne dizaine de films sur les 34 films qui sont des films qui devraient rester dans l'histoire du cinéma. Mais je pense que c'était quelque chose que je lui devais, de faire un film sur lui, sur un rapport pas du tout médiatisé, qui rentre pas dans tous les potins de la commère, de toute la presse médiatique, sur les histoires de sa mort et tout ça. Et je pense que je lui devais le film, et je pense que si je suis pas croyant, mais je pense que s'il y a un ciel, il voit un film comme ça comme une récompense, et j'espère que ça devrait ouvrir l'œil à tous ces fans, à ces millions de fans et qui ont refusé de le voir en tant qu'acteur de cinéma et qui, à mon avis, ont eu tort. Justement, comment expliquez-vous que même ces fans de Johnny le chanteur, n'ont pas la même adoration, le même attachement à sa carrière d'acteur ? Si vous avez vu le film, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le film, d'essayer de comprendre. J'essaye de comprendre, moi, pourquoi des gens qui ont une adoration pour cet homme sur une scène, ils ne veulent pas le voir sur une image. C'est-à-dire que pour un homme comme Johnny, qui a toujours cherché une image d'acteur, de star, pourquoi refuse-t-il ces acteurs au bénéfice d'un performeur sur scène ? C'était la question que je pose dans le film. Bon, vous avez des gens intelligents qui ont réfléchi à la question sur le rapport entre le son et l'image, sur la question de base de la psychanalyse, à savoir aller du regard à l'écoute, qui est une démarche psychanalytique de base. Pourquoi on ne va pas de l'écoute au regard? Pourquoi écoutant? Alors, vous avez une bonne explication dans le film de Philippe Grimbert, qui est un psychanalyste lacanien qui s'occupe d'enfants autistes, qui me semble tout à fait convaincante, et qui explique, vous avez vu le film, qui explique pourquoi les gens veulent le cantonner dans une idée de chanteur et pas d'acteur. Ils ne veulent pas le voir. Le refus de le voir de l'image de Johnny au cinéma est quelque chose que vous avez dans le film. Vous avez des témoignages des gens qui disent il nous appartient en tant que chanteur. Alors cette idée du son qui
préexiste à l'image dans le cerveau des enfants, quelque chose de base, mais c'est vrai que peu d'acteurs ont franchi la ligne, c'est-à-dire ont passé acteur, chanteur. Elvis Presley n'est pas arrivé non plus à être convaincant pour le public. Au cinéma, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont passés, mais Jacques Brel est passé, vous avez quelques-uns qui sont passés, Aznavour, ça a été plus difficile, mais c'est aussi, il est passé. Il y a peu d'acteurs, il y a peu de chanteurs qui sont passés sur scène de manière convaincante. En Amérique, il y en a plusieurs. Gene Martin, c'est évident en Amérique, mais c'est pas la norme, c'est pas évident. Et en France, c'est plus dur, c'est qu'une image, en France, elle est plus... l'image de quelqu'un, une image de l'inconscient collectif, elle est plus forte en France en disant il ne changera pas, il est là et il ne bouge pas. Alors que toute l'idée du cinéma et puis de Johnny, c'était d'essayer de faire bouger justement ce type de ligne mentale un peu bête, quoi. Essayer dire ce type c'est un acteur formidable, c'est un chanteur, et je dis dans le film que moi je préfère l'acteur que le chanteur parce que les modèles de référence américains de Johnny sont pour moi supérieurs. Je préfère Screaming Jay Hawkins, je préfère Bruce Springsteen, je préfère les modèles dans la chanson on va dire pop, je préfère Sting que Johnny. Je ne dis pas que c'est pas bien puisque je l'ai suivi dans ses concerts, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est moins mon goût que de voir un acteur qui a un physique aussi évident, qui a autant de charisme et qui n'est pas apprécié en tant que tel. Vous montrez donc Johnny en tant qu'acteur de cinéma, mais vous le montrez également en tant que cinéphile. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette passion en commun que vous avez, la cinéphilie, et des films que vous avez vus ensemble et dont vous avez discuté? Je vous disais tout à l'heure, je vous disais que notre discussion sur le cinéma, elle a été continue. J'ai vu une flopée de films noirs, de films d'Anthony Mann, de Fritz Lang. J'ai vu une flopée de films avec lui, de films du genre noir, qu'on avait dit noir, de Donald Siegel, qui étaient des choses que nous apprécions ensemble. Et il parlait très bien des films. Donc on a essayé, et vous le voyez dans le film, c'est quelqu'un qui est très articulé. Il a une pensée du cinéma qui est très articulée. Alors, on pourrait, Eddie Mitchell lui repose de tout aimer. Il dit il aimait tout, il aimait trop de trucs, il aimait le cinéma japonais, le cinéma fantastique japonais, tout ça, et que il aimait les Godzilla, des trucs comme ça. Mais Johnny était effectivement une éponge du point de vue du ciné. Il voyait des films à longueur d'année. Mais on était synchrone sur le cinéma, justement le cinéma fantastique, justement sur le cinéma expressionniste, justement sur le film noir américain et justement sur le western, bien sûr. On était synchro. Et alors, sur chaque... Alors, il y a une idée de voir 3 films dans la nuit, et qui est arrivé plusieurs fois, et qui était, on s'en va, je me barre, il est tard. Non, reste, on va regarder un film d'Audie Murphy, on va regarder un film de Gordon Douglas. Et ça, c'est quelque chose de, comment dirais-je, de très... qui me lie à lui, c'est-à-dire mon amour, mon rapport avec le cinéma. Et moi, je l'ai fabriqué, le cinéma. Je suis un type qui a fait des films derrière la caméra. Avec ce que je raconte avec lui devant la caméra, j'ai pensé, il m'a convaincu de le filmer, comme je pense qu'il méritait d'être filmé. Il a un physique incroyable. Et j'y suis arrivé, mais les gens n'ont pas voulu le voir. Tous les films de Johnny dans lesquels il ne chante pas, on en parle dans le film, de Jean-Philippe, ou même des premières, il y a les Jade, D'où viens-tu Johnny, ou les Parisiennes, les films dans lesquels il chante. Tous les films qui ne sont pas les films où il chante, sont des films qui n'ont pas marché publiquement. Et ça, c'est une injustice absolue. Et je pense que ce film va aider à réhabiliter et redonner aux gens envie de voir Johnny au cinéma, parce que c'est un acteur tout à fait étonnant. Oui, vous montrez notamment des images des films où il a tourné, vous montrez des images aussi des coulisses du tournage de films où il était acteur. Il y a également des interviews de plusieurs personnes qui vont diriger ou qui ont été avec lui sur des tournages. Comment avez-vous choisi les personnes qui allaient intervenir pour parler de Johnny en tant qu'acteur et cinéphile ? Par rapport au film, moi je me suis tapé tous les 34 films qu'il a fait, normal. J'ai regardé 34 films sur lesquels il y en a 10 qui étaient énormes. Il y en a 10 qui sont des films qui devraient rester, que j'espère qu'ils resteront.
non seulement grâce à ce film-là, mais rendre justice à Laetitia Masson, qui a fait un film qui, je dirais, qui est pas loin du chef-d'œuvre, qui s'appelle Love Me, film dans lequel Johnny est un personnage fantasmé par quelqu'un qui s'identifie à une image et qu'il fait exister dans sa tête. C'est des films bluffants, la présence en même temps de ça. Donc on dit, j'ai un petit extrait dans lequel Sandrine Kiberlin dit, Johnny lui demande, vous avez rêvé, mais qui est toute l'histoire du film, d'un voyage en Amérique, qui est un voyage fantasmatique. Et donc ça c'est... Alors effectivement, ce film n'a pas marché, Johnny est absolument formidable. J'ai revu Point de chute, dans lequel il est évidemment formidable, et comme vous le voyez dans le film, la plupart des gens avec lesquels les metteurs en scène avec qui il a travaillé, il a été les convaincre qu'il voulait, comme on dit dans le film, être acteur. Et ce que je pense qu'il était de manière fondamentale, presque génétique. Puisqu'il a commencé, comme vous voyez dans le film, il a commencé à jouer au cinéma avant de chanter. Il s'est payé ses cours de la rue Blanche, cours d'acteur, en allant chanter ses premiers trucs quand il avait 16 ans. Et donc il y a une volonté systématique toute sa vie d'être un homme de cinéma. Il se cherche une image, il se cherche son image à lui, mais ça c'est plus... Il s'est fait filmer là par un garçon formidable qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé sur les films, qui s'appelle Patrice Golupo, qui l'a filmé pendant 15 ans, tout le temps. Donc à la recherche d'une image de lui, qui est une image de cinéma, il l'a pas eu de son vivant. Vous avez accumulé beaucoup de matière filmique oui. dans ce film. Mm-hmm. Pour l'instant, la version qu'on a vue ne dure qu'1 heure. Oui. Comment avez-vous construit le montage de ce film, notamment avec votre monteur Baptiste Aubert? Baptiste Aubert est sûrement le monteur le plus doué avec qui j'ai travaillé. J'ai fait j'ai fait 6 longs métrages, mais sa compréhension, j'avais une idée très précise du montage du film, mais sa manière d'exécution, sa disponibilité, son ouverture d'esprit m'ont assez impressionné. Donc l'idée du film, c'est qu'on a besoin au départ, quand on ne manipule pas soi-même, quand on ne fait pas son propre montage, de quelqu'un qui manipule l'image aussi vite qu'on voudrait. Il le faisait 10 fois plus vite que moi. Et j'ai rarement eu une compréhension aussi immédiate. J'ai pas eu à discuter sur les propositions qu'il m'a faites. Il y en a 2 dans le film, mais qui sont vraiment intéressantes sur Johnito. Et ce garçon est amené à un très grand avenir. Il y a une tête à la fois. Il fait partie de la génération, à mon avis, des monteurs-réalisateurs. C'est un type qui sera assez vite réalisateur. Il y a une génération d'opérateurs qui veulent être réalisateurs, mais il y a surtout une grande tradition dans le cinéma français, dans le cinéma américain, de gens qui, comme Robert Parrish ou Donald Siegel, sont des monteurs, qui deviennent des monteurs de Ford, qui deviennent des réalisateurs. Lui, à mon avis, c'est un type qui a un œil et qui sera assez vite un réalisateur, à mon avis, assez vite. Il est tout jeune, c'est un type tout jeune. Et je vous dis, ce qui est assez impressionnant, c'est que dans cette génération de jeunes qui sortent de BTS, il y a un niveau de technicité qui est tout à fait agréable pour le réalisateur et le chef opérateur. C'est très très agréable. Il y a toute une génération qui est née dans les ordinateurs, et je pense que là, il y a en Baptiste, il y a quelqu'un en qui je mets beaucoup d'espoir. Quel regard il a apporté sur la narration et sur je lui demande pas d'apporter un regard, je lui demande de me dire s'il comprend ce que je dis. Je suis le monteur du film, c'est le metteur en scène du point de vue de la construction. J'avais une construction préétablie. Ce qui est intéressant quand on fait un film comme je l'ai fait, c'est d'avoir une idée de la place de ce que je tourne dans le montage, et donc je lui demandais de mettre ça ensemble et on va dire d'articuler ma pensée du film. Il l'a fait parfaitement. Mais évidemment, le montage, le montage, c'est moi qui le fais. C'est pas lui, c'est un tel exécutant de montage. C'est que un bon metteur en scène, c'est lui qui fait l'image. Et lui, il demande une idée d'image, il la voit, il dit c'est ce que je voulais. Il n'est pas chef opérateur pour ça. Mais il demande, quand on a un monteur qui travaille sur l'information, qu'elle soit filmée, qu'elle soit film ou qu'elle soit numérique, et on lui demande de faire ça. Alors après, c'est pas un film suffisant. C'était trop précis ce que je voulais faire, que j'ai fait. Là maintenant on me dit que c'est trop court. C'était trop précis ce que je voulais faire pour que je lui laisse une part, lui dire comment tu vois ça. On va voir si on fait plus long. Et je vais peut-être lui laisser une part de... Pour moi, il a fait ses preuves. Ça fait 6 mois que je suis avec lui. Il a été un peu surtout aussi. Pour moi, il a fait ses preuves. Donc je vais voir si
je vais voir sur ses suggestions sur un film de 15 minutes de plus. Voilà. On a mentionné que vous étiez directeur de la photographie, Oui. chef opérateur sur un grand nombre de films. Oui. Est-ce que vous avez un regard particulier sur le visage, sur Johnny Hallyday, parce que c'est vous qui cadrez, qui éclairez les films. Comment est-ce que vous observez l'acteur qui est Johnny Hallyday, notamment en termes de photogénie dont il est question dans le film ? C'est pas la cinégénie, c'est pas la photogénie. La photogénie, c'est le papier glacé, c'est les couvertures des journaux, c'est les couvertures des canards, de Gala, de Elle et tout ça. Donc ça, c'est une chose. La cinégénie, il y a une troisième dimension. Il y a l'idée de quelque chose qui bouge, qui vit, qui est en mouvement. Il y a des gens qui sont très très beaux sur le papier et qui sont transparents au cinéma. L'inverse, c'est pareil. Vous avez des gens qui ont des gueules au cinéma et qui ne sont pas des gens qui marchent en photo, qui n'impriment pas, comme on dit. Et l'idée de ça, c'est une question de pratique, c'est une question de métier. Voir quelqu'un qui est cinégénique, ça va reconnaître quelqu'un quand on a passé la moitié de sa vie à regarder dans une caméra, c'est aussi un métier, c'est l'expérience. Il n'y a pas de photogénie, cinégénie, c'est autre chose. C'est tous les mannequins. Il y a beaucoup de mannequins dans le monde entier qui ont essayé de faire des films. Ça n'a pas marché pour tout le monde, et loin de là. Et donc Johnny Hallyday, et Johnny, c'était quelqu'un qui était extrêmement cinégénique. Il a une photogénie, on le voit sur les photos, mais il faisait attention. Mais c'est quelqu'un qui était très cinégénique. Et quand je parle de cinégénie, je parle à la fois de rapport à la lumière, de rapport au cadre et de rapport au mouvement. Donc c'est quelqu'un qui bougeait pour la caméra et qui avait un rapport, comme c'est idiot de parler de ça, mais c'est Alain Delon. C'est des gens qui sont avec la personne qui le filme, qui sont connectés, on va dire, c'est un mot qui revient souvent dans mon vocabulaire, c'est la connexion. Se connecter ensemble, être connectés ensemble sur un film. Toujours sur la lumière, le réalisateur Patrice Lecomte explique dans le documentaire que Johnny avait un sens de la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais enfin, la plupart des grands acteurs connaissent la lumière et savent ou sont en relation avec la personne qui les filme. La plupart des grands acteurs savent si la personne qui les filme est quelqu'un qui est en empathie avec lui, qu'il l'aime, ou quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est qu'il y a des gens, il y a des opérateurs, il y a des cadreurs qui cadrent mal des acteurs de manière délibérée, et je pense que tous les acteurs le savent. C'est pour ça qu'il y a toute cette histoire d'enjeu que depuis le cinéma des années 30 ou 40, où des acteurs, des actrices se sont attachés à des chefs opérateurs sur une relation qu'ils avaient avec elles et qui les mettaient en valeur. Et ça, donc, Johnny, pour moi, était quelqu'un qui est très, très en valeur dans le film que j'ai fait avec lui. Il est très en valeur dans le Love Me, il est absolument étonnant. Il est très, très... alors, vous avez vu la séquence presque en entier dans Mishka, mais c'est quelqu'un qui était... on parle de différents cinégénies, photogénie, qui étaient en même temps les deux, lui. Lui, il avait l'avantage d'être en 3 dimensions et 2. Il y a un autre réalisateur qui intervient dans le documentaire, c'est Jean-Luc Godard, qui signe plusieurs cartons. Pouvez-vous nous parler de cet hommage ? Parce que notamment Jean-Luc Godard a travaillé avec Johnny Hallyday sur Détective. Oui. Jean-Luc Godard a dit quelque chose d'essentiel, il a dit que dans sa vie de cinéaste, qui est quand même un peu longue, à bout de souffle c'est 59, 60, donc jusqu'à maintenant, il continue à tourner des films tout à fait passionnants. Jean-Luc Godard a dit qu'il avait eu 2 acteurs qui étaient au-dessus du lot, c'était Jean-Paul Belmondo et Johnny Hallyday. Donc il y a encore cette histoire d'empathie, de regard amoureux sur Johnny, qu'il a évidemment dans Détective, et qui est dans lequel tout le monde, même vous avez vu Costa Gavras qui parle de Johnny, et qui dit il était formidable alors que c'était pas la vedette. Il y a Claude Brasseur, il y a Nathalie Baye, et Ferrara qu'on voit dans le film, et c'était pas la vedette, mais je pense que le regard, pas compatissant, mais le regard, affectueux, que Godard a dans le film sur toutes les séquences et les petits bouts qui sont pris sur lui sont, témoignages de ce que je viens de vous dire là. Alors j'ai monté la séquence sur Godard comme un film de Godard, puisqu'il m'a envoyé un texto, il m'a envoyé un email dans lequel j'ai repris des textes qu'il disait, puisque je lui demandais des précisions. Il n'y a pas plus de précisions que ça sur lui, on s'est compris des précisions, on n'a pas échangé 3 mots, et il était génial. C'est Godard par Godard, j'ai fait une séquence Godard comme Godard l'aurait fait, voilà. Et une dernière question, pour ceux qui n'auraient jamais vu de film où Johnny Hallyday est acteur, lequel pourriez-vous recommander dont on n'aurait pas encore parlé depuis le début de cet entretien ?
Et si j'avais un film à recommander, c'est de voir mon film. On en parle dans le film, c'est Terminus, dans lequel je vais faire autre chose. C'était un personnage de science-fiction et qu'il était très très complice sur le scénario. Les gens ne le disent pas, c'est qu'il avait lu le scénario et qu'il m'avait très très bien parlé du scénario. Maintenant, je le trouve absolument formidable dans Le Vigneault. Je le trouve très très bien dans Conseil de famille. C'est des films à revoir, ça absolument. Et dans L'Homme du train, il est confondant. Je le trouve vraiment étonnant. Il y a pas de. Alors maintenant, dans le film dont on voit des bouts là, de Corbucci, qui est un western, il est assez étonnant dans sa manière de bouger. Sa manière de placer son regard et tout, il est vraiment tout à fait convaincant. La séquence de Mishka, vous l'avez vu en entier, c'est vraiment pas mal. Et maintenant, il est extrêmement touchant, je pense, dans les films de Lelouch. Les 3 films qu'il a fait avec Lelouch, je ne parle pas du film dans lequel il joue son rôle, mais dans les 3 films, là, Chacun sa vie, dans le dernier, là, Salaud, on t'aime, je le trouve extrêmement confondant. Vous avez une belle séquence là, dans laquelle il chante sur Dean Martin, et très jolie, de Rio Bravo, donc qui est... c'est quelqu'un, je lui dis, qui quand il a été filmé en tant qu'acteur, c'est des choses qui, j'espère, grâce à ce travail que je fais depuis 1 an, resteront et qu'on aura envie de revoir. Si j'arrivais à donner envie aux gens qui ont voulu passer à côté pour regarder l'image, de le regarder, pas d'écouter, pas de se boucher les yeux, hein, de regarder. Apprendre à regarder, c'est apprendre à réfléchir aussi, hein. Entendre, on subit. Hein, voilà ce que je dis toujours à mes élèves à la FEMIS. En tout cas, oui, ça donne envie de... Comme d'autres documentaires qui étaient présents à Cannes Classics, comme Caméra d'Afrique de Ferit Bouguedir dont on a parlé, ça donne envie de voir beaucoup de films. Et ça donne envie aussi, grâce aux extraits. Cinéma j'ai le Festival de Cannes, si ça donne pas envie de voir des films, là, quand on voit pas beaucoup de films, pendant 10 jours on en voit 30, 25, c'est vrai qu'il y a une envie de cinéma ici, qui est une envie d'ouvrir, moi je trouve absolument essentiel, c'est d'ouvrir des fenêtres sur le monde. Il n'y a pas de fenêtre plus ouverte sur le monde que le Festival de Cannes. La sélection officielle est transcendante, la sélection à un certain regard c'est étonnant, la sélection de la CID c'est étonnant. Il y a une fenêtre ouverte sur le monde tel qu'il est, hein, et parfois tel qu'il pourrait être, qui est absolument étonnante. C'est la grandeur, tous les gens qui caricaturent le festival, c'est vrai qu'on voit des belles femmes, on voit des types bien habillés, mais le problème de fond, c'est la cinéphilie, c'est l'amour du cinéma dans des salles magnifiques, entretenues, et les meilleures projections du monde. On répète pour ça, c'est l'image de marque, c'est formidable. Et il faut que ça reste ça, c'est-à-dire que la salle de cinéma, ça soit autre chose que la télévision. Pas seulement sur la qualité de la projection, c'est vrai que c'est plus pareil, et c'est mieux que quelques home cinéma que vous ayez, mais sur l'idée des salles pleines, et puis vous avez vu la communion, là, la projection, là, vous savez, ces gens, l'idée d'être, moi j'étais au milieu d'une salle, la première fois que je voyais avec un public, formidable, un sentiment de communion, on est tout seul, puis en même temps on est avec tout le monde, c'est comme en moto. Et ben on va rester sur ce mot de communion autour du cinéma. Voilà. Merci beaucoup Pierre-William Glenn d'avoir discuté avec nous autour de votre documentaire hommage à Johnny Hallyday qui était en clôture de Cannes Classics 2019. Les silences de Johnny. Les silences de Johnny. Oui. Il sera vraisemblablement... J'espère le mettre en salle d'ici à la fin de l'année, oui. Et ben voilà. Et ben merci Thibaut Elie. Merci. À vous. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, YouTube, iTunes ou Spotify. À bientôt.